les nations africaines de la dictature du monopartisme. Il y a eu des expériences similaires qui se sont étendues sur la terre tout entière. Nous trouverons bien le temps de vous montrer cela. Et nous vous réservons un bonus, un enseignement complet sur les conférences nationales et les conférences nationales souveraines. Nous allons maintenant prendre le quatrième point que nous tenons vous présenter aujourd'hui. L'élaboration de la Constitution centenaire. Lorsque nous parlons de l'élaboration de la Constitution centenaire, cela ne veut pas dire que la Constitution que nous allons élaborer devra faire 100 ans. Plutôt, c'est une expression qui a été élaborée expressément pour vous faire comprendre qu'il y a des nations qui se développent très bien ici-bas, comme la nation américaine, qui a une constitution, certainement qui a déjà plus de 200 ans. La constitution américaine est la plus vieille constitution des nations mondiales. Le respect absolu, sacré, presque divin de la constitution américaine pour toutes les époques fait de cette nation une nation dont l'alternance se fait paisiblement, et donc le développement économique, le développement social, le développement militaire, le développement politique, le développement culturel, le développement éducatif et autres se fait facilement à cause d'une alternance assurée. Leur système est un système politique bipolaire. En réalité, aux États-Unis, on a justement une droite et une gauche. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parti de centre. Les partis de centre existent, mais ils n'ont pas voix au chapitre parce qu'ils sont toujours minoritaires. À chaque élection où il y a un parti de centre qui élève la voix, naturellement, elle se fait elle-même écraser. Ces partis existent, mais ils n'ont pas voix au chapitre car il y a une droite et il y a une gauche. Et l'alternance marche facilement. Comme chez eux, c'est 4 ans, renouvelable une seule fois, mais ça peut être renouvelé même 6 fois ou 5 fois. Dans certains cas, il y a eu du renouveau à cause de l'état de guerre dans lequel se trouvaient les États-Unis lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Vous trouverez des présidents qui ont fait plus de 3 mandats à cause du fait qu'ils étaient en cette période trouble-là. Donc, le quatrième point, nous le retrouvons à la page 90 jusqu'à la page 102. L'élaboration d'une constitution centenaire. Ceci est très important. En effet, ce sont les constitutions qui sont comme des actes de naissance d'une république. C'est très important de le savoir. Et c'est pourquoi, quand vous suivez très bien les mouvements politiques, même dans nos nations, soumises sous le monopartisme ou sous les dictatures actuellement, chaque changement d'époque ou de période est souvent soumis à l'élaboration d'une constitution. Parce que toute constitution d'une nation cadre et encadre les institutions nationales. Il y a partout sur la terre cette institution que l'on appelle 1. Le pouvoir exécutif, 2. Le pouvoir législatif, 3. Le pouvoir judiciaire, 4. Le pouvoir de la presse et des médias, 5. Le pouvoir administratif, 6. Le pouvoir de la force armée et 7. Le pouvoir des arts et de l'éducation. Tout cela constitue une administration. Il y a quelqu'un qui doit éteindre son micro parce que nous sommes en train d'entendre derrière les enfants qui parlent. Est-ce que tu peux couper ton micro? Je crois que c'est Gina. Tous ceux qui n'ont pas coupé leur micro, s'il vous plaît, coupez le micro, sinon ça va faire du bruit. Vous restez là, mais vous coupez le micro. Et tout à l'heure, il y aura des échanges, donc vous pourrez poser des questions.
Nous vous en remercions. Donc je viens de vous citer les 7 institutions qui composent une administration. Et ces institutions-là marchent selon la Constitution. Toute constitution vit grâce à sa loi. Il faudrait qu'on vous éclaircisse les choses. Vous verrez dans n'importe quelle constitution, on dit le président de la République fait ceci selon la loi. Le président de la République ou l'Assemblée fait ceci selon la loi. Selon la loi. Vous retrouverez toujours ce mot-là, selon la loi. En fait, ça veut dire quoi? Il faudrait que je vous l'explique. La loi dont parle la Constitution, où chaque article peut donner une référence à la loi, c'est la loi politique en vigueur. Cette loi politique tient compte de la Constitution et des institutions pour donner la force à la Constitution et aux institutions. Il peut y avoir de la tricherie. Et c'est pour cela qu'une nation avec une bonne Constitution peut sombrer dans la dictature parce que la loi dont on vous parle dans la Constitution, qui règle la Constitution, c'est la loi de l'exécutif en effet. Le pouvoir que vous avez donné à l'exécutif, que vous avez légué à l'exécutif, la souveraineté que vous avez léguée à l'exécutif, afin que l'exécutif, en votre nom, établisse une loi qui va faire marcher et la Constitution elle-même et les institutions. Et donc, il y a une vigilance qui doit être réalisée par rapport à la loi. La vigilance vis-à-vis de la loi d'une Constitution qui réglemente les institutions doit être suivie par le second pouvoir qu'on appelle le pouvoir législatif. C'est pour cela que vous devez élire des députés dont l'objectif, le rôle, le but est d'élaborer en effet la loi en question. Ils élaborent les lois, les promulguent, les édictent et consortent. Si votre assemblée n'est pas vigilante, elle va permettre à l'exécutif de votre pays d'écraser l'assemblée, d'écraser la justice, d'écraser la presse et les médias, d'écraser l'administration, d'écraser l'armée, d'écraser les arts et l'éducation. Donc, dans n'importe quelle nation où une constitution est établie, le véritable pouvoir revient à 2 organes. Le second pouvoir et le troisième pouvoir. Le second pouvoir, car c'est le pouvoir législatif qui fixe, édicte, élabore les lois. Les lois dont la Constitution est la force. Après vient le pouvoir judiciaire, que vous connaissez très bien. Ce pouvoir judiciaire doit être fort. Si votre pouvoir judiciaire est fort, alors à partir de ce moment-là, toutes les institutions vont marcher dans ce que l'on appelle la liberté institutionnelle, l'indépendance institutionnelle. C'est-à-dire que l'exécutif n'a pas une mainmise sur le législatif, que le législatif n'a pas de mainmise sur le judiciaire, que le judiciaire n'a pas de mainmise sur la presse et les médias, le 4e pouvoir, que le 4e pouvoir n'a pas de mainmise sur l'administration, qui tient en son sein la fonction publique, la fonction privée et l'industrialisation, le commerce et ce qui concerne l'économie de votre nation. L'administration n'a pas une mainmise sur la force armée. Laquelle force armée, en réalité, est l'aiguillon de la justice. Le compagnon, l'ami fidèle du 3e pouvoir, c'est la force armée. Si votre force armée a une relation indépendante, mais confiante avec le judiciaire, alors l'état de la nation sera un état de droit. Et donc la force armée
ne doit pas avoir une mainmise sur les arts et sur l'éducation. Car en effet, vous allez remarquer que dans les puissances internationales, les arts et l'éducation ont une relation secrète en quelque sorte, une relation de confiance avec les forces armées. Parce que les forces armées subventionnent le plus souvent, les forces armées suivent l'évolution des arts et de l'éducation dans une nation, de telle sorte que la science, la technique, la technologie, la nanotechnologie, qui est dans le 7e pouvoir, ne puisse pas fuiter pour développer les autres nations. Alors, c'est misérable que dans nos nations africaines, que les exécutifs prennent en haine les élites, les leaders d'opinion, les chercheurs, les cerveaux, les créateurs, les innovateurs, les savants de leur nation. Ce qui facilite le plus souvent la fuite des cerveaux à l'étranger. Et l'étranger, c'est-à-dire la métropole, l'ex-puissance coloniale, aime recueillir cette capacité-là, cette capacité-là pour développer leur propre nation et soumettre nos nations à nous, au sein desquelles les scientifiques, les technologues, les nanotechnologues, les techniciens, les éducateurs, les créateurs, les cerveaux, les leaders d'opinion, les élites sont maltraités. Donc, il est important que si vous voulez renverser la dictature, que lors de la conférence nationale souveraine, il y ait une commission qui tienne compte d'élaborer une constitution du peuple. Une constitution qui mette au centre l'intérêt patriotique et l'intérêt national, l'intérêt civique, l'intérêt citoyen. La Constitution est l'ensemble des principes dont tous les membres de la nation, en tant que gouvernants et en tant que gouvernés, trouvent la source de survie, la source d'épanouissement, la source de développement. Une constitution ne doit pas être cousue à la mesure du dictateur qui est au pouvoir. Tel que dans le cas de notre pays, en 2002, une constitution a été élaborée pour Denis Sassou Nguesso, lequel a pris le pouvoir par une guerre civile, coup d'État, et qui a tout simplement mis de côté la constitution congolaise de 1992, qui a été réalisée après la conférence nationale souveraine. Et quand vous lisez tous les livres écrits par Denis Sassou Nguesso, il s'exprime en disant que nous n'avons jamais fait une conférence nationale souveraine, mais que nous avons fait une conférence nationale. C'est très simple. L'entourloupe, vous ne la voyez pas. Mais il y a une différence extraordinaire entre une conférence nationale et une conférence nationale. Parce qu'une conférence nationale peut être édictée par le pouvoir en place. C'est comme un dialogue national. Mais une conférence nationale souveraine ne peut pas être ordonnée par le président de la République seul. Pour qu'il y ait une conférence nationale souveraine dans votre nation, il faudrait que la classe au pouvoir le veuille, exprime sa volonté pour y aller. Il faudrait que l'opposition le veuille, exprime sa volonté pour y aller. Il faudrait que la société civile le veuille, exprime sa volonté pour y aller. Et surtout, les corps intermédiaires, il faudrait qu'ils le veuillent, qu'ils expriment aussi leur volonté d'y aller. Pendant que nous sommes en train de vous dire que dans le cadre de Haïti, on a écrit au président de la République et on a écrit au Bureau international de l'ONU qui a répondu. Le Bureau international de l'ONU dans le cadre de Haïti a répondu qu'il faudrait une réforme constitutionnelle en Haïti pour que le pays se développe.
il faudrait une réforme constitutionnelle. Vous savez quoi? Eh bien, c'est la réponse à la correspondance que nous avons donnée au président de la République et au Bureau international des Nations Unies en Haïti. Ils n'ont pas dit ouvertement que nous sommes d'accord avec la conférence nationale souveraine. Mais ils ont laissé le soin, n'est-ce pas, à la classe politique haïtienne. Parce qu'ils ont dit, nous vous proposons de faire une réforme constitutionnelle. Alors, il y a deux possibilités de faire une réforme constitutionnelle. Ou c'est le pouvoir en place qui fait une réforme constitutionnelle, alors c'est du gâchis, rien ne va marcher. Ou c'est une conférence nationale souveraine qui doit faire une réforme constitutionnelle. Bien, comme nous pensons qu'il est important de vous donner du courage et de vous faire comprendre à vous que le travail que nous sommes en train de faire est un travail d'une importance capitale, je vais vous lire la correspondance de BUNI, le Bureau international des Nations Unies pour Haïti. Et je vais vous signifier que la réforme constitutionnelle est une conférence nationale souveraine en réalité qu'il propose. C'est une autre manière des hommes politiques, n'est-ce pas, de pouvoir présenter les choses. Et dans les officines, ils sont en train de dire, ah, c'est sûr qu'il faudrait que nous allions à une conférence nationale souveraine. Parce que, en ce qui vous concerne, le président haïtien a son mandat qui va bientôt se terminer. Conséquemment, si lui, il s'engageait à faire une réforme constitutionnelle, c'est sûr qu'il a besoin de réunir tout le monde. Mais ce sera une conférence nationale qu'il voudra faire pour faire une réforme constitutionnelle. Ou il va passer tout simplement du statut de dictateur pour imposer une réforme constitutionnelle à lui. C'est ce que, par exemple, dans notre nation, Denis Sassou Nguesso a fait en 2002 et ce qu'il a fait en 2015. Ce qu'il a fait en 2015, il est passé par un référendum. C'est-à-dire qu'il écrit sa propre constitution et puis il vous l'impose en disant d'aller aux urnes, d'accepter oui ou non la réforme constitutionnelle que lui, il a écrit. Ça se passe ainsi dans les dictatures. Mais si votre président est intelligent, il va se rendre compte qu'il est temps maintenant de jeter du lest et de permettre en ce que la nation tout entière se rassemble et puisse élaborer une constitution qui tiendra compte de l'état d'hier, d'aujourd'hui et du futur de la nation pour la prospérité présente et la prospérité des générations futures. Donc, ce courrier que je vais vous lire est le répondant à l'activité de l'association, le rétablissement vis-à-vis du Bureau international de l'ONU de votre nation. Donc, si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Nous voulons vous apporter la matière parce que il est important que vous sachiez qu'à un certain moment donné, ça devra être une pression qui doit provenir de tout le monde. Constituez-vous déjà en association. Une association a le pouvoir de requérir une conférence nationale ou une conférence nationale souveraine dans sa nation parce qu'une association fait partie de la société civile. BINU est une organisation non gouvernementale. Son statut, c'est une organisation non gouvernementale. Et les organisations non gouvernementales, il y en a plusieurs que vous pouvez déjà consulter, par exemple, qui vont vous donner plusieurs éclairages. Global Witness, Human Rights, tout ça, ce sont des organisations non gouvernementales. Et nous avons un projet, nous sommes en train de présenter et de préparer les documents qui vont aller en direction de ces organisations non gouvernementales-là. Passons à la lecture de la réforme constitutionnelle, une opportunité pour relancer le pays. Haïti subit depuis plusieurs années de multiples crises concomitantes et interconnectées qui ne cessent d'attiser les tensions
au sein de la société. Le climat politique qui en résulte empêche le pays de se concentrer sur les déficits de développement et les défis majeurs auxquels il est confronté. Que ce soit sa croissance économique à tonnes, une pauvreté rampante, des inégalités grandissantes, une insécurité grimpante, une impunité manifeste et la dégradation de ses ressources naturelles. La plupart des institutions du pays peinent à apporter des réponses adéquates à la souffrance de sa population, dont les conditions de vie déjà difficiles se détériorent de jour en jour. C'est dans ce contexte, aggravé par l'impact de la pandémie de la Covid-19, qu'a repris avec une intensité renouvelée ces dernières semaines la polémique autour de la durée du mandat des élus, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a la chambre basse et la chambre haute. La chambre haute, c'est le Sénat. La chambre basse, c'est le Parlement. Donc, ces élus. Cette controverse trouve son origine, entre autres, dans les ambiguïtés d'une constitution qui, produit de son époque, peine à refléter la réalité et les besoins d'un pays qui a évolué au cours des 3 dernières décennies. Elle reflète également l'absence d'un conseil constitutionnel, seul apte à arbitrer de tels débats. Le Conseil constitutionnel, qui est d'une importance capitale, maintenant où je suis en train de vous parler, dans ce cas de figure, ça doit être la conférence nationale souveraine. Ne vous en faites pas, soyez patients, nous vous développerons à la conclusion c'est quoi une conférence nationale souveraine. Nous vous mettons l'eau à la bouche pour comprendre ce que ces manias ou ces fonctionnaires de l'institution onusienne sont en train de proposer à votre pays. Bien donc, nous repartons. Elle reflète également l'absence d'un conseil constitutionnel seul apte à abriter de tels débats. Une illustration parmi d'autres de nombreux dysfonctionnements institutionnels qui paralysent l'action de l'État et le fragilisent davantage, avec de lourdes conséquences sur tous les aspects de la gouvernance du pays. Depuis sa création à l'automne dernier, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, n'a cessé de déployer ses efforts pour préserver et favoriser un environnement pacifique et stable par la promotion du dialogue, des droits de l'homme, de la stabilité politique et de la bonne gouvernance, s'inspirant des principes et des valeurs de la Charte des Nations Unies et conformément au mandat que lui a conféré le Conseil de sécurité des Nations Unies le 25 juin 2019. Si le BINU n'a aucunement vocation à se substituer aux institutions nationales dans l'interpellation de la Constitution, il considère toutefois que, dans un régime démocratique, les élections représentent la seule voie d'alternance au pouvoir et que les mandats qui en découlent doivent être respectés par tous les acteurs de la société. L'organisation périodique d'élections libres, crédibles et transparentes, conformément aux échéances fixées par une constitution, garantissent le pluralisme politique et les libertés fondamentales consacrées dans les instruments internationaux ratifiés par Haïti. Leur tenue constitue un pilier essentiel de la démocratie et est indispensable à la désignation des dirigeants légitimes et représentatifs. Malgré ces effets néfastes sur l'ensemble de la vie nationale, la crise actuelle offre au pays une opportunité unique d'initier un cercle vertueux
en rebâtissant les fondations solides et durables et en s'attaquant à l'un des grands nœuds gordiens qui entravent la marche en avant du pays. Une réforme constitutionnelle profonde permettrait à remédier aux défaillances du système de gouvernance actuel et de créer des conditions plus propices à la stabilité institutionnelle, à la bonne gouvernance, au respect de l'état de droit, trois caractéristiques plus que jamais indispensables à l'essor du pays. Alors que des interprétations différentes du dispositif constitutionnel alimentent le débat, la nécessité d'une réforme de la charte constitutionnelle fait l'objet d'un large consensus au sein de la société haïtienne. Il appartient donc aux différents acteurs de surmonter leurs différends afin de parvenir à un terrain d'entente permettant de la réaliser. Haïti a besoin de toutes ses forces vives. Haïti a besoin que toutes ses forces vives soient fédérées pour le bien du pays et de sa population. Et que les prochaines élections soient caractérisées par une participation active et responsable de tous. Les Nations Unies en Haïti renouvellent leur engagement pour la promotion des concertations consensuelles tenant à l'accomplissement d'un cadre constitutionnel rénové, partagé et fédérateur. Nous nous tenons prêts à appuyer les institutions nationales et les différents acteurs dans l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusives, contribuant à un retour à la normalité institutionnelle dans un climat apaisé. Fin. Publié par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Peuple haïtien. Peuple noir. Non, je parle là au peuple haïtien. Cette réponse du Bureau international des Nations Unies pour Haïti dévoile en réalité une activité socio-politique que l'on appelle la conférence nationale souveraine. Ceci aura été transmis à votre gouvernement. Entre-temps, vous pouvez vous-même amplifier cette correspondance, c'est-à-dire la mouvance présidentielle de ceux qui sont au pouvoir, l'opposition politique, la société civile, les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, ce sont les syndicats patronaux et les syndicats des employés. C'est cela, le pouvoir en place, l'opposition, la société civile, les corps intermédiaires et les organisations non gouvernementales dans le genre du BINU qu'on appelle les forces vives d'une nation. En réalité, BINU est en train de vous proposer que vous alliez en conférence nationale souveraine haïtienne. Ainsi, vous rendant compte que tout ce qu'il y a de meilleur que l'institution onusienne travaillant en Haïti depuis 2019, au travers d'un examen que cette organisation non gouvernementale a fait, c'est de vous proposer une conférence nationale souveraine. Eh bien, pourquoi pas? Le rétablissement, qui lui-même a compris cela depuis 2014, a travaillé presque à la place de tout le monde pour vous trouver la voie au travers de laquelle vous pouvez réussir une réforme constitutionnelle. Allez poser la question à tous les politologues. Les politologues vous diront qu'il y a deux façons de faire une réforme constitutionnelle. Ou elle va se faire de manière dictatoriale par le gouvernement en place,
où elle va se faire de manière démocratique, c'est-à-dire rassembler une conférence nationale souveraine. Il y a d'autres possibilités, mais elles sont minimales et elles ne portent pratiquement rien, car en fait, si on se mettait à choisir quelques personnes, ils vont travailler pour se positionner tout simplement, et la Constitution ne sera jamais nationale et ne regardera jamais à l'intérêt national. Vous avez constaté dans cette correspondance que la Constitution subit des coups et des contre-coups qui empêchent le développement social, économique, politique et militaire de votre nation, parce que c'est une Constitution qui a été conçue pour les intérêts immédiats. Or, une Constitution centenaire est une Constitution qui tient compte du passé, du présent et du futur. C'est pourquoi vous avez une Constitution américaine qui date de plus de 200 ans, mais dont les amendements sont quasi intouchables. Je vais vous donner un exemple d'amendement qu'on ne peut pas toucher. Le second amendement. Tout Américain a le droit de porter une arme pour se protéger. Les pouvoirs modernes butent là-dessus. Qui ne voudrait pas qu'il y ait la réforme ou qu'il y ait un amendement de ce second amendement? Or, c'est un second amendement qu'on ne peut plus amender. Donc, cela montre la puissance de cette Constitution. Mais quelque part, les limites de cet amendement. Parce que les amendements, on ne les amende plus. Le second amendement est un amendement de la Constitution américaine. Aujourd'hui, c'est bon d'avoir son arme pour se protéger et l'industrie des armements faisant beaucoup de profit, les armes remplissent les États-Unis et chacun en fait une utilisation où il y a des dégâts à ce propos. Cependant, même Barack Obama a pleuré parce qu'il ne peut rien vis-à-vis de cet amendement-là. Alors c'est pour vous dire qu'une constitution est sacrée quand elle est patriotique, nationale et républicaine. Et quand elle est conçue pour l'intérêt national. Il faut voir de loin. Il ne faut pas concevoir une constitution pour garder le pouvoir. Une constitution, c'est quelque chose d'une importance capitale et donc nous allons accélérer dans l'enseignement parce que je dois couper. Je ne peux pas continuer ce point d'une importance capitale que je dois normalement développer d'une manière extensive. Nous vous avons invité aujourd'hui pour vous montrer l'importance d'une constitution. Mais prochainement, nous y reviendrons parce que la matière, elle est là. Nous allons développer ce point-là parce qu'il est d'une importance capitale. Mes amis auditeurs, nous nous sommes engagés de vous apporter des informations. On a reçu d'autres courriers que nous développerons dans les temps qui viennent parce que nous avons tout notre temps. Cependant, nous devrons commencer à accélérer les choses. Si nous avons travaillé de samedi en samedi, 24 points, c'est 24 semaines divisées par 6, donc 6 mois. Je ne serai pas là en train de vous parler pendant 6 mois. Nous devons accélérer, bien-aimés, parce que bientôt, il me sera possible d'aller dans mon pays. La bataille est dure de l'autre côté là-bas. Plusieurs personnes ont dit dans ton pays quel a été le répondant. Ce livre a été publié en mai 2020, pendant le confinement. Donc, je ne peux pas encore commencer d'aller sur place et réaliser cette grande bataille. Seulement, ce livre contient des livres subsidiaires qui le soutiennent, parce que ceci est un projet de société internationale, applicable à toute nation où existe l'homme noir. Alors, amis auditeurs, c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui parce que nous avons résolu de vous permettre d'intervenir, de vous exprimer vous aussi. Pourquoi? Parce que ça va nous donner la possibilité
non seulement d'avoir votre réactivité, mais de savoir quel est le travail qu'il faudrait faire en Haïti, quel est le travail qu'il faudrait faire au Bénin, quel est le travail qu'il faudrait faire au Congo, parce que nous pensons que votre participation est aussi importante. Et c'est pour cela que je vais me retirer juste un tout petit moment pour permettre à notre animateur, le vice-président de l'association Le Rétablissement, animer cette intervention qui n'est pas encore terminée, parce que nous allons la continuer sérieusement prochainement. Et prochainement, nous vous mettrons au courant. En tout cas, ça ne sera plus samedi. Nous devons maintenant prendre de l'avance, c'est-à-dire peut-être faire 2 à 3 interventions par semaine, parce que 20 heures, vous êtes libre. Si nous en faisons 2 à 3, ça pourra faire 2 à 3 mois au lieu de 6 mois. Et donc, voilà, nous allons continuer. Je donne la place à mon frère pour recueillir vos questions et je reviendrai pour apporter les réponses comme convenu.